Voilà, on se retrouve ici sur la main stage de Go Entrepreneur. Il n'est pas tout à fait 11 heures le premier jour. Il y a énormément de monde. Merci à toutes et à tous d'être venus ici sur cette main stage de Paris La Défense Arena pour cette 32e édition du Grand Salon des Entrepreneurs, cette soif d'entreprendre. Et c'est vrai que Go Entrepreneur est au cœur de toutes les transformations, bien entendu, et notamment incontournable, la révolution. Il y a l'intelligence artificielle. Quelles opportunités pour votre business? L'IA, oui, sur toutes les lèvres. Une intelligence artificielle incontournable. Il y a 2 mois, vous vous en souvenez, se tenait à Paris, c'était dans le 8e, c'était au Grand Palais, je crois, de mémoire, se tenait le AI Action Summit qui réunissait chefs d'État, entreprises, chercheurs. Alors comment tirer le meilleur de l'IA, de l'intelligence artificielle? Pour quels usages? Avec quelle méthode? C'est ce qu'on va voir avec vous, puisqu'on va passer aux travaux pratiques avec Gilles Debrune, qui est avec nous, CEO et cofondateur d'Ozo AI. Vincent Barbelin, CTO de Dell Technologies. Regardez le magnifique stand là-bas de Dell Technologies, le hologramme qui se balade dans le ciel, c'est lui justement. Et puis Gabriel Hubert, qui est avec nous, cofondateur et CEO de Dust. Je vais présenter vos boîtes dans un instant. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec un homme. Alors, surtout, n'en tirez aucune interprétation à qui je me réveille tous les matins. Voilà. On ne se réveille pas à la même heure. On ne se réveille pas à la même heure. Mais moi, pourquoi je me réveille tous les matins avec lui? C'est monsieur Stéphane Pedrazzi qui anime la matinale économique de Radio Classique. 6h, 7h30, grosso modo, parce qu'il y a l'interview, l'invité de l'écho à 7h15 avec David Abiker. Voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Quelle heure il est là en ce moment pour toi? 20h 20h, voilà, très bien, parce que le réveil sonne à 2h tous les matins. 2h30. Oui. Voilà. Formidable matinale sur Radio Classique avec les grands leaders de l'économie. Des gens qui viennent raconter justement comment ils ont réussi, comment ils ont développé leur boîte justement. Il est au cœur de toutes les transformations. Je disais, il y a une soif d'entreprendre en France. Plus d'1 million d'entreprises créées en France, encore l'an dernier. Cette soif d'entreprendre, on la ressent le matin? Oui, on essaye. Plus d'un Français sur 4 souhaite reprendre ou diriger une entreprise un jour. Donc on essaye effectivement de parler à ce public, de convaincre les autres. Il y en a encore un peu plus de 70% à convaincre. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, c'est au cœur de la matinale de l'écho de Radio Classique, avec une interview tous les matins à 6h15 qui s'appelle « Comment j'ai réussi », dans laquelle on essaye de mettre en avant justement les succès, bien sûr, mais aussi les échecs, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat, se tromper, Normal. recommencer, s'interroger. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et les grandes tendances, elles sont présentes. Il y a le chiffre du jour, il y a l'invité de l'écho à 7h15. Alors, je vous présente donc d'un mot chacun, évidemment. Avec nous, donc Dust, voilà, votre logiciel Dust, qui sert de passerelle entre les données internes. Ce que fait pas ChatGPT, justement, c'est toute la différence. Et les IA, les modèles de langage. Par exemple, on peut générer des emails personnalisés pour les clients, répondre à des questions de code de programmation. Voilà. Donc, ce que ChatGPT ne fait pas, vous, quelque part, vous le faites. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Ozo AI, alors ça, je trouve ça formidable parce que c'est une nouvelle tendance aussi. C'est voilà, comment la santé, voilà, toutes le vieillissement également, voilà, peuvent quelque part être surmontés grâce à l'intelligence artificielle. Vous accompagnez les personnes malentendantes, plus largement, vous assistez le personnel médico-social dans la prise en charge des personnes fragiles. Voilà. Ça, un bon usage de l'IA, comme ils sont tous bons, de toute façon. Dell, évidemment, je le disais, partenaire de Go Entrepreneur, avec des ordinateurs, le cloud, évidemment, incontournable, des calculateurs, des écrans. Stéphane, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vous disent à propos de l'IA? C'est une réalité maintenant? Oui, alors ils en parlent tous, ça c'est clair, avec des degrés de maturité qui sont vraiment différents en fonction des entreprises. Il y a souvent la même crainte, celle de partir trop tôt ou d'arriver trop tard sur l'intelligence artificielle. Partir trop tôt parce que, évidemment, c'est une technologie qui évolue tellement vite. Bien sûr. Que si on part trop tôt, on va rapidement être dépassé. Ouais. Et en même temps, si on part trop tard, on rate complètement le train de l'IA. Voilà, donc ça c'est grosso modo ce que nous disent les chefs d'entreprise qui viennent tous les matins. On va découvrir Dust, on va découvrir Ozo AI, on va découvrir ce que apporte Dell en matière d'intelligence artificielle. Stéphane Pedrazzi, c'est à vous. Moi j'ai envie de commencer par Ozo, parce que vous avez un boîtier sur votre genou qui a été conçu avec de l'intelligence artificielle, et je crois que vous résumez très très bien le thème de cette table ronde, c'est comment est-ce que l'IA permet aux entreprises d'innover. Ce boîtier, il permet d'écouter ce qui se passe dans la chambre des patients, dans des hôpitaux, dans des EHPAD, et
il analyse les sons pour en tirer des scénarios. Une personne qui tombe, une personne qui vomit, désolé, et qui alerte via SMS, via une messagerie, le personnel soignant. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Ouais, c'est exactement ça. Merci pour cette introduction. Si une personne chez elle, donc une personne âgée ou une personne en situation de handicap, tombe, crie, appelle à l'aide pour une quelconque raison, comme vous l'avez dit, elle vomit, elle a un problème respiratoire grave, dans tous ces cas, notre système va être capable automatiquement, sans intervention aucune, de prévenir les secours ou le personnel soignant à proximité, et donc oui, avec une alerte sur un téléphone portable. Est-ce que vous auriez pu développer ce boîtier sans intelligence artificielle? Non, parce que l'analyse du son, qui est donc à la base de notre système, requiert une finesse importante face à la diversité de toutes les situations possibles. Et les traitements qui étaient disponibles il y a 5 ou 10 ans n'auraient pas été capables de gérer toutes les finesses de ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui. Donc vous êtes l'exemple concret, flagrant de ce que l'IA permet d'apporter en termes d'innovation. Complètement. Alors, chez Dust, vous aussi, vous permettez d'innover grâce à l'intelligence artificielle, mais d'une manière un peu différente. Vous innovez dans la façon de travailler. Oui, merci Stéphane. Dust propose aux entreprises une plateforme qui permet de concevoir et de déployer des agents qui sont sécurisés, qui sont spécialisés et qui sont connectés aux données internes de l'entreprise. Donc, ils bénéficient des meilleurs modèles, Anthropic, OpenAI, Mistral évidemment et Google, mais également de connexions qui permettent d'aller chercher dans les documents, dans les bases de données, dans le CRM, dans toutes les sources documentaires dont les entreprises se plaignent qu'elles sont fragmentées, qu'elles ne se parlent pas assez et qu'on passe son temps à essayer de les rechercher. Vous êtes une passerelle entre les grands acteurs de l'intelligence artificielle et le client. Pourquoi est-ce que les clients viennent vous voir? Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas directement avec ces grands acteurs de l'IA? Qu'est-ce que vous leur apportez? Je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles les entreprises viennent nous voir. Vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui ont peur de commencer trop tôt ou de commencer trop tard. Et les entreprises qui veulent permettre à leurs employés à échelle d'utiliser ces outils ne veulent pas devoir refaire une formation tous les 3 mois. Or, il y a une course à la tête du classement de qui a le dernier modèle qui marche un peu mieux que le voisin. Ça fait un peu beaucoup de bruit. Et donc, pour arriver à être stable dans le déploiement d'outils qui vont être utilisables par les employés, il faut faire un choix de produit, un choix au niveau applicatif. Le deuxième point important que nos clients relèvent, c'est le fait que les outils sont assez concrets et qui permettent à des personnes qui ne sont pas nécessairement techniques de générer des agents rapidement qui leur apportent de la valeur efficacement la première journée, dans les premières minutes. Voilà. Quel est le degré de maturité des entreprises qui vous sollicitent et qui ensuite peut-être travaillent avec vous? Alors, on a la chance de travailler avec des entreprises qui ont une curiosité et une ambition vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui, elle, est très forte. Les dirigeants des entreprises qui viennent nous voir sont convaincus que ça va changer beaucoup de choses, convaincus que ça va changer le quotidien de la plupart de leurs collaborateurs et enfin convaincus que les collaborateurs les plus dégourdis ont envie et soif d'apprendre et de se former à ces outils. Donc on travaille avec des entreprises qui veulent avancer très vite et concrètement permettre à leurs équipes d'en découvrir la valeur. Vincent Barbelin, vous aussi vous apportez l'intelligence artificielle au plus grand nombre, j'ai envie de dire, à travers Dell, vos ordinateurs qu'on ne présente plus. Vous aussi, vous avez un poste d'observation intéressant puisque vous avez vraiment des gens qui ont un niveau de maturité complètement différent sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous leur apportez? Effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on sait qu'elle envahit notre quotidien. Elle l'envahit de façon directe ou indirecte. Et par exemple, nous, Dell Technologies, l'IA, on l'a digéré autour de 3 piliers. Le premier, nos besoins internes. Pour vous donner une échelle, une entreprise comme Dell Technologies, qui fait à peu près 110 000 salariés monde et 90 milliards de chiffre d'affaires, un peu plus de 90 milliards, on a identifié en interne plus de 200 use cases, plus de 200 cas d'usage, et on a investi sur à peu près une dizaine sur lesquels on a un ROI ou un quick win. Ça, c'est nos besoins internes, donc le support, guider les clients. Le deuxième, c'est bien évidemment au sein de nos produits, puisque nos produits embarquent de l'intelligence artificielle, soit au service de la productivité, les fameux AI PC, ces PC boostés à l'IA avec les processeurs, les nouveaux processeurs, les NPU dont tout le monde parle, mais aussi de façon cachée, puisque l'IA est un formidable bouclier contre les cyberattaques, et donc on intègre aussi des mécanismes dans nos matériels qui permettent de se protéger.
et puis au service de nos clients sur des besoins spécifiques, bien évidemment. Alors, il y a énormément de fantasmes, j'ai envie de dire, sur l'intelligence artificielle, avec une question centrale, celle de la confidentialité des données. Ça vous concerne tous les trois. Comment est-ce que vous faites avec votre boîtier pour vous assurer que ce qui est entendu dans la chambre des patients reste entre de bonnes mains, reste confidentiel? Oui, c'est un sujet central qui est au cœur de nos préoccupations depuis le début. Donc oui, les sons sont analysés à la volée, au fil de l'eau par donc une IA, et ils ne sont pas écoutables. Il n'y a personne qui y a accès. La seule exception, c'est en cas d'alerte, on envoie un tout petit son de 10 secondes au soignant qui va lui permettre de diagnostiquer la situation et de se faire une idée de la gravité. Mais sinon, c'est au cœur de nos préoccupations de faire en sorte que la confidentialité soit parfaite. Ces sons ne sont pas enregistrés? Ils sont analysés au fil de l'eau. Ouais. Et quand on détecte un souci, et seulement dans ce cas-là, on garde le son. Alors chez Dust également, la confidentialité c'est important. Vous mettez des outils à disposition des entreprises, mais parfois les entreprises elles manipulent des données qui ne sont pas publiques, qui sont confidentielles. Comment est-ce que vous garantissez la confidentialité de ces données? Je rejoins tout à fait Gilles. Je pense que la confidentialité, c'est un sujet crucial pour tous nos clients. Alors, d'une part, on a des contrats avec tous les fournisseurs de modèles qu'on appelle de zéro rétention de data. Ce qui fait que la donnée n'est ni enregistrée ni traitée a posteriori pour des entraînements futurs de modèles. Ensuite, Dust fournit une couche de routage qui va permettre à nos clients de décider à quel modèle va être envoyée la donnée en fonction du cas d'usage. Donc vous avez des cas d'usage généralistes à faible sensibilité qui peuvent utiliser des modèles peut-être fournis par un acteur via une API, via Internet, et puis des cas d'usage très sensibles où vous ne voulez même pas que la donnée quitte l'ordinateur et vous voulez que ce soit un modèle sur l'ordinateur qui puisse analyser la donnée et rendre la réponse. Donc on permet ce routage en fonction des cas d'usage, ce qui est évidemment le bénéfice d'une couche applicative au-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de travailler avec une entreprise comme vous, puisque si on laisse les entreprises, les salariés, bidouiller dans leur coin, ils vont utiliser des modèles publics, je ne peux pas en citer un pour stigmatiser personne, avec le risque de divulguer des informations confidentielles. Oui, en général, on pose la question à nos clients de savoir combien de personnes ils pensent avoir comme utilisateurs d'IA générative au quotidien. Et puis ensuite de faire des sondages plus qualitatifs pour se rendre compte que beaucoup de gens se sont déjà servis pour un objectif professionnel de ça. Donc ce qu'on appelle le shadow IT, le fait que les gens utilisent des outils qui n'ont pas été sanctionnés, qui n'ont pas été validés, c'est évidemment un risque auquel nos clients sont sensibles. Et à titre personnel, et Fabrice, je sais que tu connais bien le sujet également, mais beaucoup d'entreprises qui nous communiquent des données qui ne sont pas encore publiques nous demandent de faire extrêmement attention avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors justement, on vous a entendu Gabriel, Vincent également, Gilles, avec des exemples extrêmement différents, en tout cas aussi avec l'apport du matériel que nous propose Dell. Vous avez devant vous des dirigeants ou des futurs dirigeants d'entreprises qui vont créer une boîte, qui vont reprendre une entreprise. Expliquez-nous en quoi c'est important de penser à l'IA dans leur stratégie. En quoi l'IA est un vecteur de croissance et un moteur de transformation, toute transformation confondue. On parle d'une transformation humaine, je pense aux collaborateurs, transformation environnementale également. Ouais. Gabriel. Je pense qu'il y a 3 niveaux auxquels tous les dirigeants doivent penser immédiatement. Le premier, c'est que la plupart des métiers de personnes qui passent leur journée devant un ordinateur sont déjà en train d'être bouleversés. Et il faut proposer à ses collaborateurs de réinventer leur métier aujourd'hui. Le CEO de Shopify, qui est une plateforme que beaucoup de dirigeants d'entreprises ici sans doute utilisent pour faire leurs ventes sur Internet, a publié hier un mémo interne disant à tous les collaborateurs « c'est une attente que vous ayez analysé comment votre métier est en train d'être modifié par l'intelligence artificielle. Et ça fera partie de la manière dont on évalue votre performance. » Le deuxième sujet, c'est celui de la rétention des talents, de l'attractivité et de la rétention des talents. Les personnes intelligentes, dégourdies, curieuses, entrepreneuriales elles-mêmes, elles ne sont pas en train de se tourner les pouces à attendre que leur employeur futur leur donne les outils de demain. Elles cherchent des entreprises qui vont leur fournir les outils de demain. Et puis le troisième, c'est celui de la productivité personnelle. En tant que dirigeant d'entreprise, notre temps est précieux. Moi, j'utilise Dust une trentaine ou une quarantaine de fois par jour pour des résumés de meetings auxquels je n'ai pas pu participer, pour des analyses de calls de clients que j'ai envie de pouvoir voir
de mes yeux pour comprendre ce qu'on attend de notre produit, et puis pour de l'extraction de données précises pour prendre des décisions bien informées lors de choix stratégiques. Et ces petits actes qui avant demandaient un peu de friction, ils sont facilités dès aujourd'hui. Je rebondis sur... on a une IA assez particulière que je qualifierais d'humaniste, qui vient aider les soignants dans leur travail, qui vient leur rendre la tâche plus simple. Et je rebondis sur cette histoire de recrutement. Le secteur de la santé aujourd'hui est très très difficile, et avoir une nouveauté qui vient simplifier, qui vient apporter un peu d'aide aux soignants et leur enlever une charge sur les Alléger, épaules, bien sûr, bien sûr. ça, c'est un grand facteur Et de vous recrutement. allez davantage recruter, justement, Exactement. parce De qu'aujourd'hui, il y a peut-être, rétention aussi. je vais dire une bêtise, par exemple, un aide-soignant pour, j'en sais rien, 25 patients, c'est un chiffre au hasard, hein, totalement, bien sûr. Grâce à l'IA, quelque part, elles auront davantage de temps à consacrer aux patients. Exactement. Voilà. On ne va jamais remplacer un aide-soignant. Notre système apporte de l'information. Par contre, ce soignant va pouvoir se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée, s'occuper des personnes, plutôt que de faire des rondes aléatoires pour espérer trouver quelqu'un au sol. Vincent, chez Dell, Eh ben, effectivement, déjà parce que, comme on le disait, 78% des salariés déjà s'attendent à des bouleversements. Donc l'IA, de toute façon, ils s'y attendent. Il faut leur amener l'outil, sinon ils iront par eux-mêmes le fouiller et ça posera des questions de souveraineté. Et puis le deuxième, dans le monde volatile dans lequel on est, dans un monde qui change perpétuellement, l'IA permet d'aller très vite voir dans l'angle mort du rétroviseur, d'aller fouiller dans la donnée, de la contextualiser avec les informations externes du moment et d'aider les chefs d'entreprise dans la prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité apportés par l'IA? Alors, c'est un vaste débat puisqu'on veut travailler plus longtemps, on veut travailler jusqu'à 64 voire 67 ans, et pourtant l'IA nous permet de gagner du temps. Ça n'empêche qu'indépendamment de ça, l'intelligence artificielle permet soit de se reconcentrer sur des tâches à valeur ajoutée, soit dans le cadre plus industriel, par exemple, de faire tous les tests et simulations dont on a envie sans effet de bord sur la production. Ça permet également aussi derrière de faire du développement, de la R&D. C'est un véritable accélérateur de la R&D 4.0. Là où avant il fallait monopoliser des équipes entières de R&D avec potentiellement un résultat produit dans un contexte qui a changé, aujourd'hui l'IA permet de gagner 40-50% de temps et donc de sortir le résultat de la R&D dans le contexte sur lequel on a démarré cette recherche. Gilles Debune, qu'est-ce que vous faites du temps économisé pour les aides-soignants, Nous ou les aides-soignants? vos clients? Les aides-soignants, elles sont capables de passer plus de temps, comme je le disais, auprès des patients, d'être plus proches et de faire ce pourquoi elles ont choisi ce métier en fait. Donc c'est ce qu'on disait, ça redéfinit leur métier. Oui, ça modifie les pratiques, ça modifie les habitudes. Un exemple, le matin, on ne passe pas dans toutes les chambres pour porter les petits déjeuners. On est capable de savoir que les personnes sont réveillées et de ne pas aller les réveiller pour ça. Ça change également, évidemment, la vie de tous les jours des résidents et de leur famille. et ça ne tue pas le métier. Voilà. Ah non, ça ne non. remplace pas l'homme ou la femme. Absolument pas. Et Ça c'est l'aide. aussi une réponse au problème de recrutement. Et ça, Oui. c'est important, surtout dans votre secteur d'activité. Oui, oui, qui est en tension et on le sait tous. Et on a, à notre modeste mesure, on apporte notre pierre à l'édifice. Gabriel, la table ronde s'appelle Une infinité d'opportunités pour entreprendre. Les outils que vous proposez à vos clients vont leur permettre d'entreprendre alors qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas ces outils à disposition. Souvent, quand on est un entrepreneur, on a une idée de départ, parfois assez précise, on a la conviction qu'elle va fonctionner, mais après, tout ce qui est cuisine interne, là, on ne savait pas faire. Les outils que vous proposez aujourd'hui permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'entrepreneuriat. Oui, je crois que c'est important que tout le monde se rende compte que les outils aujourd'hui, on ne parle pas de futur, hein, on parle des outils disponibles aujourd'hui, permettent à quelqu'un qui ne sait pas programmer de créer un site internet, de créer une application, de tester un prototype avec des clients, de récupérer les résultats d'un questionnaire qui aura été conçu avec l'aide de l'intelligence artificielle et d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite sans avoir besoin de débourser 5 000 euros par ici, 3 000 euros par là pour une agence, un consultant, un advisor sur des tâches et des compétences qui étaient avant réservées aux seuls experts. Donc cette vitesse d'itération pour ceux qui créent leur entreprise, bah, c'est la différence entre avoir une bonne idée et rester planté là et avoir une bonne idée et pouvoir la tester dans le marché et récupérer le retour de clients potentiels. On va parler de la question qui fâche, ou plutôt la question qui freine, celle du retour sur investissement. Quand on est un chef d'entreprise et qu'on investit dans une nouvelle technologie, on veut savoir ce qu'elle va rapporter et surtout à quel horizon. C'est quelque chose évidemment sur lequel vous avez beaucoup réfléchi chez Dell.
Ben oui, et on l'a déjà réfléchi pour nos propres besoins en interne, parce que les investissements dans l'IA peuvent être très vite colossaux, on peut très vite parler en centaines de milliers d'euros. Et donc, il est important de créer une équipe projet, que cette équipe projet soit constituée de différents métiers au sein de l'entreprise pour pouvoir se poser les bonnes questions, se donner une définition de qu'est-ce que l'IA, parce qu'on a tous une définition différente autour de cette table, définir des cas d'usage qui vont peut-être être viables, d'autres non, les regrouper, se poser la question de la qualité et de la quantité des données qu'on a, parce qu'évidemment, on a tous beaucoup de données, mais 80% est inexploitable ou pas interopérable. Et puis derrière, une fois qu'on se lance dans l'IA, c'est mettre des outils de mesure, des points de mesure, pour s'assurer que ce projet d'IA est toujours viable, il est toujours en adéquation avec ce que j'attendais de lui, et puis que l'IA, dans le temps, ne se mette pas à délirer, à dériver par rapport à sa façon de faire. Vous avez raison, Vincent, parce que la question qui se pose, c'est par quelle porte je mets de l'IA dans ma boîte? Est-ce que je transforme toute ma boîte avec de l'intelligence artificielle? Est-ce que j'y vais step by step? Et puis comment j'embarque aussi, quelle histoire je raconte à mes collaborateurs, voilà, qui peuvent être jeunes ou moins jeunes. Alors, c'est un très bon point. Donc, de toute façon, on commet tous déjà un impair. On dit l'IA. Dans la vérité, dans la vraie vie, on devrait dire les IA. Les IA, et je pensais à l'IA générative, celle qu'on connaît, qui est dans notre vie spécialement depuis 3 ans avec ChatGPT. Voilà. Exactement, parce que la super IA, celle qui pilotera le monde entier, n'existe pas et n'existera probablement jamais. L'IA est plutôt une boîte à outils d'IA très spécialisée qui va répondre à des cas d'usage spécifiques. Ça va être des cas très métiers. Ça va être, par exemple, nous, on a développé un peu dans la continuité de ce que vous faites, un agent virtuel capable d'accompagner des agents d'accueil, mais par contre capable de parler couramment le langage des signes, ce qu'on ne trouvera pas partout. On va avoir peut-être des IA plus industrielles. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il faut choisir les bons cas d'usage, il faut y aller. Et pour ça, il faut une IA Factory, donc il faut industrialiser la phase de maquettage jusqu'à la phase de mise en échelle. Donc on a une IA Factory chez nous, vous nous confiez vos données, vos use cases, et on en sort une IA à l'autre bout, si je schématise. Et puis il ne faut pas oublier le salarié avec une Prompt Factory, l'apprendre aux salariés à requêter l'IA, à interroger l'IA, à interagir avec l'IA, et notamment dans le monde des jumeaux numériques, de plus en plus ils deviennent intégrés à l'être humain parce qu'avec cette générative AI, on a une véritable interaction entre cette copie digitale d'un monde sur lequel on simule et l'interaction qu'on peut avoir avec. Gabriel, quelle est la façon la plus efficace de déployer des outils d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut le faire en silo, c'est-à-dire une approche par métier dans une entreprise, ou est-ce que pour être efficace, cohérente et avoir un retour sur investissement d'ampleur, ça doit être impérativement un sujet groupe? Je pense que je connais très peu de dirigeants qui veulent plus de silos dans leur entreprise et que ça communique moins entre les équipes. Les 3 mots-clés que... Mais en pratique, c'est souvent... les et c'est pour ça que Dust propose une plateforme horizontale. Les 3 mots-clés qui sont, à mon avis, à l'origine du succès de nos clients sont le contexte. On a besoin de contexte quand on prend des bonnes décisions dans une entreprise, et ce contexte, il ne vient pas nécessairement de notre équipe ou de notre département. Un ingénieur a besoin du contexte des vendeurs, l'équipe de marketing a besoin du contexte des ingénieurs, etc. Le deuxième, c'est la collaboration. Collaboration avec des humains au sein d'une équipe et avec des agents sur des tâches de plus en plus complexes. Et le troisième, c'est celui de la confiance. Faire confiance aux équipes métiers pour qu'elles puissent contribuer activement elles-mêmes au design et au déploiement des agents qui vont leur faire gagner du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont vu voir des consultants débarquer, leur expliquer, on a très bien compris votre métier, vous inquiétez pas, on va vous mettre de l'IA, repartir, et puis ensuite les équipes métiers dire mais c'était pas de ça qu'on avait besoin. Et le risque est qu'ils n'utilisent pas les outils à disposition. Et le risque est que les outils soient pas, oui exactement, assimilés et compris, et que donc du coup ils soient pas utilisés à leur plein potentiel. Vous vouliez rajouter quelque chose? Sur le retour sur investissement, parfois, dans notre cas, on parle de sauver des vies, donc difficile de mettre un prix là-dessus. Mais plus généralement, on a constaté une baisse des hospitalisations. Et une hospitalisation, aujourd'hui, c'est quand même plusieurs milliers d'euros par jour. Et la société, dans son ensemble, bénéficie de ce genre de service aujourd'hui. Vous me disiez, vous me disiez, Vincent, en préparant cette table ronde, que vos clients veulent des quick wins. Oui, évidemment. On veut que ça rapporte beaucoup et rapidement. Et rapidement, parce que le meilleur moyen d'adopter l'IA, c'est de se jeter dans la mêlée. Et c'est de peut-être pas chercher l'IA la plus complexe du monde, mais celle qui va aller le plus vite. Mais aussi sans compromis sur l'environnement.
parce que peut-être que cette course à la puissance sera limitée par les contraintes environnementales. L'IA au service de la planète, mais si elle détruit la planète pour sauver la planète, c'est un peu un paradoxe. Et sans compromis sur la cybersécurité, puisque aller vite pour adopter une IA, c'est bien, mais si un hacker la découvre et l'attaque, c'est comme s'il fermait la porte de l'entreprise. Donc attention, on le sait qu'il y a une veille de leur part sur cette partie-là. C'est l'occasion de rappeler un conseil essentiel. Vincent Chédel, vous êtes bien placé, parce que vous avez des outils de cybersécurité. Parmi toutes les menaces qui planent autour de votre future entreprise, alors évidemment, il y a les retards de paiement, etc. On en a parlé avec Pierre Pelouzet. Il y a les attaques. Et les attaques, elles ne sont pas uniquement contre les grands hôpitaux, contre Carrefour, contre Stellantis ou je ne sais qui. C'est aussi toutes vos futures PME. Dites-le, répétez-le. Et je crois que ça ne coûte rien de le répéter. Exactement. Il y a un danger létal. Hein. Oui, il y a un véritable danger, et toute adoption de technologie, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'IA ou du cloud ou autre, d'ailleurs elles sont liées, doit passer par une analyse du risque, parce qu'évidemment, vous êtes des cibles, quelle que soit votre échelle, soit parce que par rebond, en vous attaquant vous, on va attaquer vos fournisseurs ou d'autres groupes plus importants, soit tout simplement parce que aujourd'hui, rançonner une entreprise, ça marche bien. Il y a un véritable savoir des hackers qui d'ailleurs eux-mêmes utilisent l'IA, ils ont leurs propres IA pour vous attaquer, pour analyser les comportements d'achat, de vente. On a tous en tête ces SMS qu'on reçoit dès qu'on a passé un colis. Ces SMS sont gérés par une IA, ça va vite, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Donc intégrez tout de suite la démarche cybersécurité, cyber-résilience. Comment je reviens à la normale après une attaque dans le pire des scénarios? C'est une question que vos clients vous posent, justement, en utilisant vos outils. Est-ce que ça ne va pas être une vulnérabilité pour leur système? Gabriel? Alors, les clients posent toujours la question de la sécurité, et je pense qu'il y a des questions qui sont tout à fait raisonnables, d'autres qui relèvent parfois d'une compréhension un peu partielle de ce que la technologie permet ou ne permet pas de faire, et puis d'autres auxquelles les réponses ont déjà été fournies il y a une dizaine ou une quinzaine d'années par les débats sur le cloud. Il y a des entreprises qui ne voulaient pas aller dans le cloud il y a 15 ans. Certaines ont décidé pour des raisons à la fois opérationnelles et de sécurité que c'était un choix qui était plus adapté pour elles. Donc à chaque entreprise de décider en fonction de son profil de risque. On a des clients ou des clients potentiels qui travaillent dans le domaine de la défense. Eux, ils nous disent pas on fait de la sécurité parce qu'on veut estampiller avec un logo. Non, on fait de la sécurité parce qu'il y a des puissances étrangères qui veulent notre donnée. C'est pas factice. Alors ça, c'est intéressant et on va terminer là-dessus justement. L'IA, c'est de la data. Beaucoup de data. Voilà, il y a une gestion de cette data. Comment est-ce qu'on transforme l'IA en un outil de souveraineté, justement? Et je m'adresse aussi à celui qui représente une grande boîte américaine, bien entendu. Comment faire de l'IA un outil fort de transformation pour la France, pour le France et Europe, hein, bien sûr? Je pense que la souveraineté, c'est une question de ressources, une question d'ambition et une question de moyens. Donc, je ne suis pas ici pour répondre au niveau de la politique européenne, de l'indépendance énergétique et de là où les data centers sont construits, même si c'est une partie importante de la souveraineté. Sur le sujet de la donnée, il faut qu'on puisse avoir des champions européens qui aient la possibilité, avec les lois en place, de traiter des données de manière suffisamment flexible et suffisamment efficace pour apprendre et fournir des modèles qui sont compétitifs. Voilà. Et dernièrement, mais il faut que les collaborateurs, la souveraineté, ça passe aussi par le savoir-faire. Si nos employés et nos collaborateurs sont formés à l'intelligence artificielle et savent s'en servir, ils seront plus efficaces, ils seront plus compétitifs et les entreprises seront plus attractives au niveau mondial. Gilles, Ozo. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La donnée, c'est essentiel. Nous, notre système, il est possible parce que pendant 3 ans, on a utilisé nos premiers clients pour comprendre et pour enregistrer des sons qui nous ont permis d'entraîner nos modèles. Aujourd'hui, toute notre infrastructure tourne en Europe, à Paris. C'est un choix évident et on est à la recherche de davantage d'acteurs européens et français pour continuer. À vous, le mot de la fin, mot de la fin, Vincent Chédel. La souveraineté des données est quelque chose de très fort. D'une part, il y a la montée en puissance du European AI Act qui arrive et qui monte en puissance à partir de cet été. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent d'utiliser des langages de modèles publics tout en y corrélant des données d'entreprises privées, mais en gardant la souveraineté. On vient
faire fitter les données entre elles. Par contre, le jour où on coupe, on récupère nos données, elles n'ont jamais été mélangées. Ça porte le doux nom de RAG, donc pour ceux que ça intéresse. Merci à tous les quatre. Merci à Gabriel Hubert à la tête de Dust. Merci d'être venu. Gilles Debrune, Ozo AI. Voilà, c'est très bien, bravo. Félicitations en tout cas. Voilà, on va parler aussi de santé, agro-entrepreneur, de vieillissement. Elia est un très bon outil. Et puis Vincent Barbelin, donc de Dell, merci. Voilà, on va poursuivre les échanges peut-être sur le stand Dell. J'adore cet hologramme, hein. Franchement, je veux le même dans mon salon. Voilà, peut-être vous allez me le donner. Stéphane, bonne nuit. C'est quoi le programme demain à 6h du matin sur Radio Classique? Prise d'antenne à 5h58. Ouais, exact. Voilà. Pour les invités de demain, je vais être très... Bah non, mais c'est l'actu, hein. Peut-être que c'est oui, peut-être bien pas sûr, encore aussi. déterminé. Donc, Non, voilà. si, les droits de douane, évidemment. Voilà, Les droits de douane évidemment. américains. Voilà, évidemment. Je ne vous poserai pas de questions sur les droits de douane. C'est la radio de l'économie, la matinale présentée par Stéphane Pedersen. On applaudit, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Gilles, Vincent, Gabriel et Stéphane. Restez avec nous parce que je vous le dis, surtout ne jamais rester seul pour créer votre boîte et puis surtout pour faire en sorte que votre boîte, elle perdure. Une profession indispensable à suivre, les avocats. On sera avec le Conseil national des barreaux. À tout de suite.